Le doux parfum du saké se mêle au goût métallique de la peur. Une coupe en porcelaine gît brisée sur les tatamis de soie. Un instant de rage impériale qui a figé la pièce dans la terreur. Devant le shogun se tient son favori, un jeune homme qui, quelques minutes auparavant, était la personne la plus enviée du Japon et qui est maintenant à 2 doigts de la mort. Une entrée récemment analysée dans un registre administratif ne note qu'une infraction mineure à l'étiquette. Mais qu'est-ce qui a pu transformer un shogun décrit dans les archives comme maladif et physiquement frêle en une figure d'une terreur aussi absolue? L'histoire officielle se concentre sur ses édits politiques, mais elle aseptise les archives, effaçant les histoires des garçons qu'il a élevés et détruits sur un coup de tête. Comment a-t-il maintenu cette emprise? La réponse est une forme terrifiante de conditionnement psychologique, une instrumentalisation de la faveur et de la peur. Continuez à regarder alors que nous exposons le mécanisme de contrôle qu'il a perfectionné, car son acte ultime de domination n'était pas la violence. C'était un ordre si puissant qu'il transcendait la vie elle-même, laissant derrière lui une traînée de corps choquante que les histoires officielles n'ont jamais pu expliquer. Le 4 juin 1650 et 1, cet ordre trouva son expression ultime. Dans une pièce austère et silencieuse de sa demeure d'Edo, un homme nommé Ota Masamori, l'un des plus puissants conseillers de tout le pays, se préparait à mourir. Les seuls bruits étaient le murmure de ses vêtements de soie et le délicat grattement d'un pinceau sur le papier alors qu'il composait son dernier poème. Il était calme, méthodique. Ce n'était pas un acte de passion, mais l'accomplissement d'un dessein. Une fois le poème terminé, il posa soigneusement le pinceau, déroula la soie blanche de la poignée de son sabre court et, sans hésitation, le plongea dans son propre estomac. Mais sa mort n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début. Alors que la vie de Ota Masamori s'éteignait, un rituel synchronisé et glaçant se répétait dans les demeures de toute la capitale. Abe Shigetsugu, un autre des plus proches confidents du shogun, fit de même. Au total, plus d'une douzaine des hommes les plus puissants de l'Empire des hommes, qui avaient tout pour vivre, suivirent un chemin précis et rituel vers l'autodestruction. Le shogun était mort. Ce n'était pas un ordre qu'il pouvait donner. Alors pourquoi? Pourquoi cette élite de dirigeants choisirait-elle de mourir à l'unisson? Les archives officielles appellent cela le junshi, suivre son seigneur dans la mort, l'acte ultime de loyauté. Mais c'est l'histoire qu'ils veulent que vous entendiez. La vérité est infiniment plus dérangeante. Ce n'était pas de la loyauté, c'était le symptôme final et horrifiant d'une maladie qui durait depuis des décennies. Le dénouement d'un pouvoir abusif si absolu qu'il s'étendait au-delà de la tombe. Pour comprendre comment cela a pu se produire, nous devons d'abord comprendre l'homme qu'ils ont suivi. Alors, qui était cet homme qu'ils ont suivi dans l'abîme? Si vous ouvrez n'importe quel livre d'histoire officielle, vous trouverez un portrait de force. Tokugawa Iemitsu, le 3e shogun, petit-fils du légendaire unificateur du Japon, Tokugawa Ieyasu. Il hérita d'une nation forgée dans le sang et le feu, et sa tâche était de transformer une paix fragile en une dynastie inébranlable. Et de l'avis de tous les comptes rendus officiels, il réussit au-delà de toute imagination. Il fut l'architecte d'une ère. C'est Iemitsu qui claqua les portes du Japon au reste du monde, instituant les vastes politiques isolationnistes connues sous le nom de Sakoku. Il expulsa les Portugais, persécuta les chrétiens et limita les contacts avec l'étranger à une seule et minuscule île artificielle dans le port de Nagasaki. Pendant plus de 2 siècles, sa vision d'un Japon isolé et pur allait perdurer. Lorsqu'un soulèvement paysan massif, alimenté par la famine et la ferveur religieuse, éclata à Shimabara, la réponse d'Iemitsu fut rapide et annihilatrice. Il déchaîna une armée de plus de 125 000 samouraïs, écrasant la rébellion et massacrant plus de 37 000 hommes, femmes et enfants. C'était un message écrit dans le sang. Son pouvoir était absolu. Il perfectionna le système du Sankin Kotai, forçant chaque seigneur régional à passer 1 année sur 2 dans la capitale, laissant leurs familles derrière eux comme otages permanents. Un coup politique brillant qui enchaîna les puissants daimyos
et consolida l'emprise du clan Tokugawa sur la nation entière. L'unificateur, le maître stratège, le protecteur impitoyable de son royaume. C'est l'homme dont l'histoire nous dit de nous souvenir. Mais c'est un mensonge soigneusement construit, car les archives officielles, les méticuleusement compilées Tokugawa Jiki, sont complètement silencieuses sur la vague de suicides qui a suivi sa mort. Elles sont silencieuses sur la coupe de porcelaine brisée, silencieuses sur la terreur dans les yeux de ses favoris, silencieuses sur les convocations nocturnes dans ces longs et sombres couloirs. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, nous devons examiner les archives qu'ils ont essayé de cacher, les murmures qu'ils n'ont pu effacer. Et avant de pouvoir démasquer le monstre, nous devons comprendre le monde qu'il a créé, un monde avec ses propres règles mortelles pour l'amour, la loyauté et le pouvoir. Ce monde avait un nom pour les relations entre des hommes comme le shogun et ses jeunes pages, le Shudo, la voix du jeune. Et à nos yeux modernes, cela peut être difficile à comprendre. Ce n'était pas une sous-culture cachée. C'était une partie fondamentale et célébrée de la classe des guerriers samouraïs pendant des siècles. Les règles étaient bien établies. Un samouraï plus âgé et plus expérimenté, le ninja, prenait un adolescent plus jeune, le wakashu, sous sa protection. C'était, en surface, un mentorat. L'homme plus âgé guidait le jeune dans les arts de la guerre, en politique, en poésie et dans les codes stricts de l'honneur samouraï. En retour, le jeune homme offrait une loyauté, une dévotion et une compagnie absolue. Une relation intime et physique n'était pas seulement acceptée comme faisant partie de ce lien, elle était souvent attendue. Des traités furent écrits sur sa bonne conduite, la célébrant comme une forme d'amour plus pure que celle entre un homme et une femme, libre des complications des alliances matrimoniales et de la procréation. Elle était considérée comme un lien forgé dans les mondes masculins du champ de bataille et de la cour. Mais il faut se défaire de toute idée moderne de romance ou de sexualité pour le voir tel qu'il était vraiment. C'était un système bâti sur une base de pouvoir brutal et inéluctable. Pour un jeune samouraï d'une famille sans importance particulière, attirer l'œil d'un seigneur puissant était le seul moyen de s'élever. C'était le seul chemin vers la promotion, la richesse, un avenir. La loyauté du wakashu n'était pas seulement un idéal émotionnel, c'était une nécessité de carrière. Son corps, sa dévotion, sa vie, tout cela était une monnaie dans un jeu d'ambition aux enjeux élevés. En théorie, c'était un lien d'honneur. En pratique, c'était un marché. Ce système profondément inégalitaire était le monde dans lequel Iemitsu a grandi. La pratique du Shudo lui a fourni un cadre culturellement acceptable pour poursuivre ses désirs. Mais les règles de respect mutuel et d'honneur qui étaient censées le régir, il allait les briser complètement. Il a pris un système déjà construit sur un déséquilibre de pouvoir et l'a tordu en un instrument de terreur absolue. Et le premier à apprendre cette leçon fut un jeune page nommé Sakabe Gozaemon, un homme qui découvrit que dans les appartements du shogun, l'amour et une condamnation à mort étaient une seule et même chose. Cette leçon mortelle commença tôt, avant même qu'Iemitsu ne détienne officiellement le titre de shogun. Son premier favori important fut un jeune page nommé Sakabe Gozaemon. De l'avis de tous, Gozaemon était compétent, beau, et avait capturé l'affection intense et obsessionnelle de l'héritier du trône le plus puissant du Japon. Être le favori choisi, c'était être envié, admiré, et avoir un avenir pavé d'or. C'était aussi, comme Gozaemon allait le découvrir, être en équilibre sur le fil du rasoir du caprice d'un fou. L'histoire, reconstituée à partir d'histoires de cours anecdotiques qui n'étaient pas destinées à la consommation publique, est glaçante dans sa simplicité. Lors d'un repas privé, juste le jeune seigneur et son page, quelque chose a mal tourné. Nous ne saurons jamais quoi. Un mot déplacé, un regard qui s'est attardé trop longtemps, ou peu, être rien du tout. En un instant, l'affection d'Iemitsu se mua en une rage noire. Il saisit un sabre court, probablement un de ceux utilisés pour servir la nourriture, et se jeta à travers la table sur le garçon qu'il était censé chérir. Sakabe Gozaemon était un samouraï entraîné. Ses réflexes étaient affûtés par des années de pratique. Il agit par pur instinct, parant le coup maladroit et furieux.
Le son de l'acier résonnant dans cette pièce silencieuse fut le son de son propre glas. En cette fraction de seconde, il fut confronté à un choix impossible. Se laisser assassiner ou commettre le crime le plus impardonnable qu'un samouraï puisse commettre, lever une arme, même en défense, contre son seigneur. Gozaemon sauva sa propre vie, et ce faisant, il signa son propre arrêt de mort. La rage passa aussi vite qu'elle était venue, remplacée par une froideur glaciale. Il n'y eut pas de procès. Il n'y eut que la volonté du shogun. L'ordre fut donné. Pour le crime d'autopréservation, Sakabe Gozaemon devait commettre le seppuku. Il fut forcé de retourner sa propre lame contre lui-même, de payer le prix ultime pour avoir survécu aux caprices meurtriers de son maître. Cet acte créa un précédent terrifiant. Il envoya un message silencieux et hurlant à travers les couloirs du château d'Edo. À chaque autre page, chaque serviteur, chaque favori. L'affection du shogun n'était pas un bouclier, c'était un projecteur. Et à tout moment, pour n'importe quelle raison, il pouvait se transformer en lame de bourreau. Gozaemon fut le premier. Il ne serait pas le dernier. Sa mort fut une leçon, et Iemitsu ne faisait que commencer à construire l'institution qui transformerait cette cruauté désinvolte en un système de contrôle parfait et inéluctable. Ce système de contrôle avait un cœur physique. Le château d'Edo. À l'époque, c'était la plus grande forteresse de la planète. Un labyrinthe tentaculaire de murs de pierre, de douves et de portes conçues pour projeter un message simple, un pouvoir absolu et inattaquable. Mais le vrai pouvoir ne résidait pas dans les murs extérieurs. Il se trouvait au plus profond du sanctuaire intérieur du château, un lieu interdit à tous, sauf à quelques privilégiés. C'était le monde privé du shogun, et c'est là qu'il a perfectionné son architecture de la peur. Imaginez être conduit de plus en plus profondément dans cette forteresse, à travers point de contrôle après point de contrôle, jusqu'à atteindre l'Obeya, la grande chambre. C'est un espace vaste et opulent, décoré des plus belles œuvres d'art, les sols recouverts de tatamis immaculés. Mais ce n'est pas une maison, c'est une cage dorée, et elle est remplie de centaines des plus beaux jeunes hommes de la meilleure naissance du Japon. Ce sont les Koshogumi, les pages personnelles du shogun. Et ils sont tous prisonniers. Ils étaient les fils et héritiers des grands daimyos, les seigneurs régionaux qui commandaient de vastes armées et territoires. Sous le système du Sankin Kotai, ces seigneurs étaient forcés de laisser leurs fils à Edo comme serviteurs du shogun. C'était présenté comme un honneur, mais c'était un système d'otages déguisé. La vie de chaque garçon dans cette pièce garantissait la loyauté d'un clan puissant dans son pays. Maintenant, imaginez ceci. Vous avez 15 ans, arraché à votre famille, vivant à des centaines de kilomètres dans cette prison silencieuse et parfumée. Vous dormez, mangez et vous entraînez dans cette seule grande pièce avec des centaines de rivaux. Chaque jour est une performance. Vous êtes constamment observé, jugé sur votre maintien, votre grâce, votre apparence. Vous vivez dans un état de tension perpétuelle, un mélange d'ennui suffocant et de terreur à vous arrêter le cœur. Car chaque nuit, vous vous allongez sur votre futon et vous écoutez. Vous écoutez les pas feutrés d'un chambellan supérieur venant dans votre section de la pièce. Vous priez pour ne pas entendre votre nom appelé, vous convoquant pour la longue marche solitaire à travers un dédale de couloirs conçus pour intimider et isoler, menant aux appartements privés du shogun. C'était une prison de luxe, une loterie de la vie et de la mort. Mais pour chaque garçon qui priait pour ne pas être choisi, il y en avait un autre qui priait pour l'être. Car si vous pouviez survivre à l'attention du shogun, si vous pouviez naviguer entre ses humeurs et satisfaire ses désirs, les récompenses dépassaient l'imagination. Ensuite, nous rencontrerons celui qui a joué le jeu mieux que quiconque, un jeune homme nommé Ota Masamori, qui est sorti de l'obscurité pour devenir l'homme le plus puissant du Japon, et qui a payé le prix ultime. Avant d'être un cadavre, il était un roi. Et son histoire nous montre pourquoi n'importe qui entrerait volontairement dans la cage du shogun. Ota Masamori ne venait pas d'un des grands et légendaires clans de samouraïs qui avaient dominé le Japon pendant des siècles. Il a commencé comme un visage parmi d'autres dans la foule des pages, un autre garçon de bonne famille espérant attirer l'œil du maître. Mais il a fait plus qu'attirer l'œil d'Iemitsu, il a semblé capturer son âme même. Pendant des années,
il fut l'ombre du shogun, son confident le plus fiable et son principal favori. Et les récompenses dont Iemitsu le combla étaient stupéfiantes, un témoignage de la profondeur de son obsession. Masamori fut rapidement promu à travers la hiérarchie gouvernementale rigide, passant devant des hommes plus âgés et mieux établis jusqu'à ce qu'il soit nommé Roju, un conseiller supérieur. Cela le plaça dans le cercle le plus intime, l'un des rares hommes qui dirigeait effectivement le pays. Mais la véritable mesure de son succès, celle qui aurait laissé les autres pages sans voix de jalousie, était la terre. Iemitsu fit de lui un daimyo, un seigneur féodal, lui accordant un domaine d'une valeur de plus de 100 000 koku. C'est un chiffre qui nous semble abstrait aujourd'hui, mais il faut comprendre ce que cela signifiait. Un koku était la quantité de riz calculée pour nourrir une personne pendant 1 an. Le domaine de Ota Masamori produisait assez de nourriture pour subvenir aux besoins de 100 000 personnes. On ne lui donna pas seulement la richesse, mais un royaume. Il commandait son propre château, sa propre armée de samouraïs, et détenait le pouvoir de vie et de mort sur des dizaines de milliers d'âmes. D'un garçon dans une pièce bondée, il devint un prince. Il était la preuve vivante que le risque ultime s'accompagnait de la récompense suprême. Mais cette cage dorée venait avec un ensemble de règles invisibles et terrifiantes. La faveur du shogun devait être constamment méritée, et Iemitsu avait une manière particulièrement cruelle de tester la loyauté de son favori. Ensuite, nous révélerons le prix psychologique choquant du succès de Ota Masamori, un prix qui le poussera au bord même de l'autodestruction, bien avant qu'il ne tire sa dernière lame. L'histoire est conservée dans les chroniques non officielles, une scène si troublante qu'elle expose la vraie nature du contrôle d'Iemitsu. Imaginez la scène. C'est au cœur de la nuit, au plus profond des appartements privés du shogun dans le château d'Edo. La seule lumière est le vacillement d'une lampe à huile. Ota Masamori est de service, veillant en silence sur son seigneur, endormi la position la plus digne de confiance qu'un serviteur puisse occuper. Soudain, le shogun crie, se débattant dans l'emprise d'un violent cauchemar. Il se réveille en sueur froide, désorienté et terrifié. Masamori se précipite à ses côtés, mais Iemitsu est perdu dans le monde fantôme de son rêve. Il regarde son favori, les yeux écarquillés de peur, et songe à voix haute. C'était un terrible présage. J'ai l'impression que ma vie est en danger. J'aimerais qu'un de mes serviteurs meure pour moi, pour apaiser les esprits. Ce n'était pas un ordre, c'était un caprice, une parole à moitié consciente d'un homme se remettant à peine d'un mauvais rêve. Mais pour Ota Masamori, il n'y avait aucune différence. Il n'a pas hésité, il n'a pas demandé de clarification. Sa réponse fut immédiate, silencieuse et absolue. Il s'inclina calmement, dégaina son wakizashi, son sabre court, et se prépara à commettre le seppuku. Là, sur le sol de la chambre du shogun, il était à quelques secondes de mettre fin à sa propre vie, non par désespoir, mais comme une réponse simple et logique au souhait exprimé par son maître. Seule l'intervention physique d'Iemitsu, lui saisissant le bras au dernier moment, arrêta la lame. Le shogun avait sa preuve. C'est la réalité horrifiante de ce que signifiait être le favori d'Iemitsu. Ce n'était pas de la loyauté, c'était une forme de mutilation psychologique. C'était le résultat d'années de conditionnement, de vie sur le fil du rasoir où la frontière entre l'affection et l'anéantissement était effacée. Masamori avait été si profondément brisé, si complètement dominé, que son propre instinct de survie avait été chirurgicalement remplacé par une seule impulsion: obéir au moindre caprice du shogun, même s'il s'agissait d'une condamnation à mort murmurée dans un rêve. Masamori a survécu cette nuit-là, mais il faut se demander, quelle partie de lui était déjà morte? Il était un fantôme dans son propre corps, une marionnette dont les ficelles étaient tenues par un maître cruel. Et ce maître n'était pas un monstre imposant de force physique. L'homme qui détenait ce pouvoir absolu était, en personne, une figure profondément étrange et fragile. Ensuite, nous allons dépouiller la propagande et regarder le vrai Tokugawa Iemitsu. Quand nous imaginons un tyran, notre esprit évoque une image de force physique imposante, un monstre dont le corps est une arme en soi. Mais l'homme qui détenait un pouvoir absolu sur le Japon
l'homme qui inspirait une terreur si paralysante, était tout le contraire. Les portraits officiels, bien sûr, montrent le visage stylisé et impassible d'un dieu roi, dépourvu de fragilité humaine. C'était l'image que le régime projetait, mais la réalité, reconstituée à partir de récits diplomatiques et de rumeurs de la cour, est bien plus troublante. Tokugawa Iemitsu était un homme en état de déclin physique. Il était de petite taille, presque délicat. Sa peau était décrite comme anormalement pâle, et il était fréquemment malade. Enfant, il avait survécu à une grave crise de variole, une maladie qui avait laissé son visage marqué à vie de cicatrices, une constellation de balafres sur le visage d'un homme censé être perçu comme divin. Et, de manière plus révélatrice, il avait un bégaiement prononcé, souvent handicapant. Pensez-y, l'homme dont un seul mot faisait loi, qui pouvait ordonner une exécution d'un murmure, luttait pour former les phrases mêmes qui détenaient le pouvoir de vie et de mort. Chaque conversation, chaque décret était une bataille contre son propre corps. Cette fragilité physique, cette imperfection visible, est la clé pour comprendre sa cruauté. Son pouvoir sadique était une surcompensation grotesque de ses propres et profondes insécurités. C'était un homme physiquement peu impressionnant qui exigeait une perfection esthétique absolue des jeunes hommes qui le servaient. C'était un homme balafré qui s'entourait d'une beauté sans défaut. C'était un bègue qui commandait avec l'autorité silencieuse et incontestable d'un dieu. La terreur qu'il inspirait ne venait pas en dépit de sa faiblesse. Elle en était née. Il n'était pas un homme puissant qui se trouvait être cruel. Il était un homme faible, dont la cruauté était sa seule source de pouvoir. Ce portrait d'un tyran fragile est la clé pour tout comprendre. Il explique la violence aléatoire, les jeux psychologiques et les terrifiants tests de loyauté. Et il nous ramène, inévitablement, à notre point de départ, la mort du shogun. Car lorsqu'un dieu aussi nécessiteux, aussi cruel et aussi peu sûr de lui meurt enfin, qu'advient-il des disciples qu'il a créés à sa propre image tordue? La réponse est qu'ils cessent simplement d'exister. Ils le suivent dans les ténèbres. Nous revoilà à notre point de départ. La date est le 4 juin 1651. Le shogun est mort. Et dans une pièce silencieuse, parfaitement aménagée, sa plus grande création, Ota Masamori, se prépare à accomplir sa fonction. Regardez-le à nouveau, mais voyez-le maintenant non pas comme un mystère, mais comme un fantôme. Voyez l'homme qui a été conditionné à croire que sa propre vie n'était rien de plus qu'un outil pour l'ego de son maître. L'expression calme sur son visage n'est pas la sérénité d'un noble guerrier rencontrant sa fin. C'est le vide placide d'un homme dont la volonté a été amputée des décennies plus tôt. La main qui écrit le poème de mort n'est pas la sienne. Le bras qui tire la lame n'est pas le sien. La didémie, ce sont les mouvements préprogrammés d'une marionnette dont le maître vient de tomber et dont l'acte final est de s'effondrer à ses côtés. Des années auparavant, il avait dégainé cette même lame au caprice somnolent et à moitié conscient de son maître lors de l'épreuve du cauchemar. Cette nuit-là, sa main fut arrêtée, mais l'ordre n'a jamais été vraiment annulé. Il a simplement été reporté. Sa vie était perdue depuis des années. Une dette détenue par un créancier cruel. La mort du shogun n'était que le signal pour enfin la payer. Et alors que la vie de Masamori se répand sur les tatamis immaculés, souvenez-vous qu'à travers la ville, plus d'une douzaine d'autres hommes accomplissent le même rituel final et vide. Ce n'est pas un complot. C'est une contagion de l'âme. Ces hommes étaient des morts vivants, animés uniquement par les besoins névrotiques et désespérés du tyran fragile sur le trône. Quand il est mort, le signal a été coupé. Et tout ce qui restait était d'accomplir leur dernier but programmé. Les histoires officielles appellent cela l'acte ultime de loyauté. Elles le présentent comme un noble sacrifice, le dernier bel acte d'une vie de service honorable. C'est le plus grand mensonge de tous. Ce n'était pas un choix. C'était le dernier réflexe spasmodique d'un homme qui avait été vidé, psychologiquement éviscéré, et transformé en un réceptacle pour l'ego d'un autre. L'horreur n'est pas qu'il soit mort, mais qu'il ait été, de toutes les manières significatives, mort depuis des années. Et la victoire finale de ce système abusif, c'est avec quel succès il a réussi à effacer le crime et à le vendre au monde comme un acte de vertu.
Et ce mensonge est un chef-d'œuvre de propagande historique, une victoire des archives officielles sur la vérité vécue. Si vous allez aujourd'hui lire le Tokugawa Jiki, l'histoire officielle du shogunat, vous trouverez le nom de Ota Masamori mentionné de nombreuses fois. C'est un ouvrage d'art de gouverner vaste, exhaustif et imposant. Dans ces milliers de pages, vous pouvez lire la date exacte à laquelle il a été promu conseiller supérieur. Vous pouvez trouver la valeur précise du domaine qui lui a été accordé, listé en koku. Vous pouvez voir son nom attaché à des édits officiels et à des décisions politiques. Vous verrez l'histoire propre, honorable et aseptisée d'un courtisan à succès, un loyal serviteur de l'État qui s'est élevé aux plus hauts échelons du pouvoir par le mérite et le dévouement. Mais il y a des choses que vous ne trouverez pas. Vous chercherez en vain le nom de Sakabe Gozaemon. Vous ne trouverez aucun rapport officiel d'une coupe de porcelaine brisée ou d'une lame dégainée dans un accès de rage. Il n'y a aucune entrée pour un cauchemar de shogun, aucune mention d'un test de loyauté qui a failli se terminer par une mort sanglante sur le sol d'une chambre. Les convocations nocturnes, la peur institutionnalisée de l'Obeya, la terreur silencieuse et omniprésente, qui était la véritable monnaie de la cour d'Iemitsu, tout cela a disparu, effacé des archives. Les victimes sont réduites au silence 2 fois. D'abord par l'abuseur, puis par l'historien. C'est le pouvoir ultime. Ce n'est pas seulement la capacité de commander et de contrôler dans le présent, mais la capacité de définir la réalité pour l'avenir. D'effacer vos crimes si complètement qu'ils deviennent des chuchotements, des rumeurs, des histoires de veillée, tandis que la version officielle et aseptisée de vous est gravée dans la pierre de l'histoire. Le plus grand pouvoir du shogun n'était pas son sabre, c'était son pinceau, la capacité d'effacer la vérité. La question qui nous reste est: combien d'autres vérités restent enfouies, fondues au noir?